Edouard Ouédraogo est notre invité. Il est un des témoins de l'histoire de 1966. Edouard Ouédraogo est le fondateur et le directeur de publication du quotidien L'Observateur Palga. Une fois de plus, bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Merci. En novembre 2014, vous publiez cet ouvrage « Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso. Quelle leçon ?» dans lequel vous établissez un lien parallèle entre le soulèvement populaire et l'insurrection de 2014. Mais d'abord, en janvier 1966, où étiez-vous? Merci. Avant de répondre à proprement parler à votre question, je voudrais, avec votre permission, faire un petit ajout à la liste des héros que votre reporter a donné. Il a cité Zoumana Traoré, ça c'est vrai, parce que c'est pendant que l'USTV, l'Union syndicale de travailleurs voltaïques, dont Zoumana Traoré était le secrétaire général, c'est pendant une session syndicale de Zoumana, de ce syndicat-là, que effectivement la nouvelle des mesures salariales a été connue et que ce syndicat a battu le rappel de tous les autres centrales syndicales et des syndicats autonomes pour s'opposer ou en tout cas essayer d'entrer en dialogue avec Maurice Yameyogo. Et il s'est créé immédiatement ce qu'on a appelé l'intersyndicat. Et l'intersyndicat a mis à sa tête le doyen des syndicalistes, c'était Joseph Ouédraogo, qui prendrait plus tard sous le nom de Joe Weder. Or, dans le reportage, le rappel des faits, on ne le cite pas. Je pense que là, c'est une injustice grave qu'il faut relever, dans la mesure où, la veille du 3 janvier, pour démobiliser et démotiver les gens, la personne dont la tête a été vraiment officiellement mise à prix, c'était celle de Joseph Ouédraogo, qui était bien sûr l'opposant, l'adversaire politique de Maurice Yameyogo, mais son condisciple du petit séminaire de Pabré. La veille, Maurice a dit que la subversion est entrée dans le pays avec un fils du pays, Joseph Ouédraogo, qui veut vendre la Haute-Volta au Ghana, donc à la Chine de Pékin. Vous voyez, donc Joseph Ouédraogo était vraiment un personnage central. Je ne minimise pas le rôle des autres, hein, mais je dis que faire une évocation du 3 janvier en zappant son rôle, ce n'est pas du tout juste. Maintenant, pour en revenir à votre question, où est-ce que j'étais? J'étais à Ouagadougou, j'étais un jeune, j'étais parmi les manifestants, les jeunes, parce que nous étions les premiers étudiants de Ouagadougou, l'école normale supérieure. Et donc nous avons été ce qui deviendra plus tard l'université de Ouagadougou. Nous étions 26 à l'époque. Nous avons été mobilisés comme les autres et nous nous sommes retrouvés. En tout cas, pour ma part, j'étais dans la rue ce jour-là. Et qu'est-ce que ces moments vous rappellent aujourd'hui, 51 ans après? Bon, 51 ans après, bon, j'ai la chance d'être encore ici pour pouvoir en témoigner. Je sais seulement que ça a été une journée assez héroïque et je ne peux pas oublier la détermination des marcheurs le long de l'avenue de l'indépendance et surtout vers le site de la radio. Parce que là-bas, vraiment, la radio aussi était très bien gardée par la gendarmerie, dont vous savez que c'était un corps d'élite. Donc là-bas, il y a eu vraiment des affrontements. Mais bon, des affrontements, somme toute, républicaines, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il n'y a pas eu tellement d'actes de vandalisme, mais les gendarmes aussi se sont opposés avec énergie à ce que les manifestants puissent pénétrer dans les locaux de la radio. Ils l'ont fait, mais vraiment sans trop de casse, parce qu'à ma connaissance, on n'a pas déploré de blessés graves. Oui, et en 2014, notamment en novembre précisément, vous avez publié un excellent ouvrage, Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina. Quelle leçon! Et alors, 48 ans après, l'histoire se répète, écrivez-vous dans ce livre. Et pourquoi les faits sont si têtus? Ou ce sont les hommes qui sont têtus? Ça, vraiment, je ne sais pas si c'est les hommes ou les faits, mais je pense plutôt que c'est les hommes qui sont têtus. Parce que ce soit le 3 janvier,
que ce soit les événements que nous venons de vivre en octobre 2014, bon, les deux présidents avaient la solution entre leurs mains. Il suffisait simplement, le 3 janvier, que Maurice accepte. Les syndicalistes n'avaient même pas demandé qu'il revienne. Enfin, c'était pas ça seulement, obtenir qu'il revienne sur les abattements. Non, ils voulaient simplement entrer en dialogue avec lui. Il a refusé de les recevoir. Et quand il s'est avisé à l'apogée de la journée du 3 janvier, il a voulu faire machine arrière. C'était un peu tard. Les syndicalistes se sont dit, c'est une ruse pour pouvoir prendre du recul et frapper par la suite. D'autant plus que les leaders dont on a cité tout à l'heure les noms, la plupart d'entre eux étaient dans la clandestinité. Ils ont dit, si nous ressortons de la clandestinité là, malgré les promesses de Maurice, nous sommes foutus. Donc les syndicalistes, à un moment donné, se sont dit non. Quand vous attaquez le lion, hein, c'est lui ou vous. Donc à un moment donné, il n'y avait pas d'autre alternative que d'amener l'armée à prendre le pouvoir. Les événements qui ont emporté Blaise, c'était la même chose. Même si évidemment, ces événements-là ont connu une maturation de plusieurs années. La maturation a été quand même beaucoup plus longue. Mais là aussi, Blaise avait la solution entre ses mains. Il a vu venir. Il a eu toutes les mises en garde, même de ses meilleurs amis. Et le 28 octobre, quand il y a eu la grande manifestation, personnellement, bon, à ma modeste place, moi j'ai pris un contact avec un ami dont je sais qu'il avait une position vraiment prépondérante dans le système. J'ai dit, Intel, est-ce que tu ne peux pas demander au président de reculer? Et j'ai fait la même démarche aussi auprès de l'ancien président Maurice Yameuro, plutôt Blaise Compaoré, c'est-à-dire plutôt Jean-Baptiste Ouédraogo. J'ai fait la même démarche. Il m'a dit, tu sais, bon, depuis que le président connaît ma position, et surtout quand j'ai échoué dans ma tentative de rapprocher en février les différents protagonistes, il ne me prend plus au téléphone. Donc vous voyez, bon... Là aussi. Et les points de similitude pour vous, d'abord, c'est l'omniprésence de la famille, c'est également l'obstination à vouloir aller coûte que coûte dans des décisions impopulaires, mais c'est aussi le règne autocratique que chacun des deux présidents a voulu faire valoir lors de leur règne. Bon, la place de la famille, pour le cas de Maurice Yameuro, effectivement, il y avait son cousin, Denis Yameuro, qui était ministre de l'Intérieur, donc ministre de tutelle des syndicalistes. Bah, pour ceux qui connaissent Denis Yameuro, c'est un homme au grand cœur, qui aimait plaisanter, qui aime s'amuser, mais qui a aussi un caractère entier et souvent intempestif. Il n'aimait pas la contradiction. Donc, quand les syndicalistes sont allés le voir pour dire, en tant que ministre de tutelle, on vous demande de nous aider à rencontrer le président, il les a envoyés pétants. Il les a renvoyés pétants, avec des mots qui n'étaient pas du tout gentils. Il se trouve que celui qui conduisait la délégation syndicale, c'était Joseph Ouédraogo. Lui aussi, bon, tous ceux qui le connaissent, ils savent que, bon, il est à sa façon aussi une espèce de tête brûlée. Alors donc, quand il les a renvoyés de cette manière-là, lui, il s'en est retourné. Ils sont allés voir le chef d'état-major, Lamizana, pour dire, eh bien, entre nous et Maurice, c'est fini, le dialogue, il n'y a plus de dialogue possible. Donc, vous voyez, donc là, le rôle de Denis, c'est pour ça que je vous ai dit, les syndicalistes, il habitait d'ailleurs derrière chez vous, là à côté. L'actuel siège de la CENI, c'était son domicile. Donc, d'une certaine manière, effectivement, il y a eu ça, le rôle de la famille, puisqu'il était ministre, mais il était son frère. Bon, pour le cas de Blaise Compaoré, qu'on le veuille ou non, son frère, qu'on avait fini par appeler le petit président, avait fini, surtout quand il a pris il est entré officiellement dans le CDP, et qu'avec son groupe, ils ont pris le parti en main. Bon, là aussi, les gens, à un moment donné, ils cristallisaient autour de sa personne, à tort ou à raison, avec un peu toutes les
tout ce qui tournait aussi autour de sa belle-mère. Bon, ils cristallisaient autour d'eux. Ils étaient devenus des abcès de fixation. Donc, je pense qu'en bonne démocratie, il faut le plus possible mettre ses parents à l'écart. Et faire comme Houphouët-Boigny qui avait dit que lui, il a fait la politique pour 3 générations d'Houphouët. Et personne n'entendait parler d'un enfant ou d'un frère d'Houphouët en Côte d'Ivoire. On ne savait même pas qu'il en avait. La seule personne dont on entendait parler, c'était sa grande sœur. Je ne sais pas si c'est du fait du matriarcat qui prévaut là-bas, mais on ne parlait jamais de ses enfants, ni de ses frères directs, parce qu'il a dit, moi, si on ne peut pas m'avoir, on peut m'avoir à travers un de mes enfants ou de mes frères. Donc, je les éloigne. Il les a mis à l'aise, ils faisaient leurs affaires, mais en tout cas, ils ne s'occupaient pas des affaires de l'État. Et dans le livre, vous donnez certainement ces conseils d'éviter à tous ceux qui ont à cœur de conduire les destinées de nos pays, d'éviter ces erreurs gravissimes que nous avons citées. Mais vous insistez aussi sur le fait que le Burkina Faso aujourd'hui a une opinion publique qui est réelle et qui est également agissante. Ça, c'est sûr. Je peux dire que pour la chute de Maurice Yameogo, bon, je ne peux pas dire que c'était un accident, mais à l'époque quand même, vous vous rappelez, je vous apprends, Maurice Yameogo avait 44 ans. Il a fêté ses 44 ans, ou bien ses 45, en tout cas il était dans sa 44e, 45e année, quand il tombait, après 6 ans de pouvoir. Il n'avait pas du tout ni la maturité humaine, ni l'expérience politique de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, lui, il avait plus de 30 ans, puisqu'il est aux affaires quand même depuis 82. Donc, lui, il était quand même mûr. Il avait 63 ans. Sans compter que, bon, lui, il a été quand même à l'école du militantisme estudiantin et autres. Des gens qui ont appris à manier la dialectique, à savoir ce que c'est que les contradictions principales et les contradictions secondaires. Ben, il savait mieux analyser, il était quand même mieux entouré avec des docteurs en droit, et que sais-je encore. Lui, il avait vraiment tous les moyens pour comprendre la situation qui prévalait et qui a commencé à maturer depuis que, en 2009, je crois que c'est au 11 décembre à Ouéguia, il a commencé à parler d'approfondissement de la démocratie, de change, enfin en tout cas, d'une relecture de la Constitution. Il a vu venir. Il y a eu beaucoup d'analyses pertinentes pour démontrer l'incongruité du changement, pas du changement de régime, mais en tout cas de la modification. Et de son maintien au pouvoir. Et de son maintien au pouvoir. On disait, bon, même si c'est légal, c'était pas politiquement opportun. C'est immoral. Je ne dis pas immoral, disons politiquement, c'était pas opportun. Quand on connaît l'évolution de la haute vol du Burkina Faso, surtout depuis l'affaire Norbert Zongo, et même depuis le début de la 4e République, il y a eu un débat houleux sur la longueur même de 7 ans, on est venu à 5 ans. Voilà. Donc, au début, les gens disaient 7 ans, c'est trop. Bon, on a fait 7 ans, après, on a reculé. Et à la faveur de l'affaire Norbert Zongo, non seulement on est revenu au mandat renouvelable une seule fois, mais on a raccourci en mettant le mandat à 5 ans. Donc, vous voyez, il devait savoir vraiment que l'opinion n'était pas du tout favorable à ce qu'il s'éternise au pouvoir. Merci à vous, Edouard Ouédraogo, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que votre ouvrage « Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina » et quelle leçon est disponible à Ouaga. Il est épuisé, hein. Il est épuisé. On voulait faire une autre édition, mais les événements, l'équipé des Guinguéré, là, le 16 septembre est venu totalement désorganiser nos prévisions. Merci d'être venu répondre à nos questions et je recommande cet excellent ouvrage que vous avez publié